Bonjour ici, salut là-bas et bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne en mode confiné. Je suis évidemment confiné à la maison, tout comme ma chère Sonia. Comment ça va, Sonia? Eh ben, ça va bien, Raphaël, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Flash Talk en mode confinement, ça continue et aujourd'hui on va parler de l'école à la maison. 12 millions d'élèves français l'expérimentent avec plus ou moins de difficultés et leurs parents aussi d'ailleurs, il faut bien le dire. Alors comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il faut rouvrir toutes les écoles dès le 11 mai ou est-ce que c'est trop tôt? C'est le débat qu'on va avoir aujourd'hui avec nos invités, Raph. Va-t-on vers une grande crise scolaire encore plus que celle qu'on connaissait déjà avant la pandémie? Regardez, moi je suis avec ma fille de 5 ans, elle s'appelle Iki, elle est en deuxième section de maternelle, en moyenne section, elle vous fait déjà une grimace. Alors, comment ça se passe l'école avec papa et maman? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Tu préfères quand c'est avec papa ou quand c'est avec maman? Maman. Avec maman, évidemment. Et toi, Sonia, ça se passe comment de ton côté? Ça se passe. Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. On a un peu tous les âges à la maison. Alors, différentes problématiques. La crèche qui est fermée, comme vous pouvez sans doute l'entendre. Et puis, on a des plus grands, une collégienne comme Lucette, 13 ans. Ça bosse ce matin, Lucette? Voilà, ça bosse. Mais donnons la parole tout de suite à ce grand enfant qui trépigne d'impatience. Notre cartooniste cette semaine, c'est Mickaël. Comment ça va, Mickaël? Mais ça va très bien. Bonjour Raphaël, bonjour Sonia, bonjour à tous et merci pour le grand enfant, ça fait vraiment plaisir. Et d'autres citoyennes et citoyens sont avec nous pour cette émission Flash Talk en mode confiné. Il y a Justine, Mohamed et Linda. Vous allez répondre à cette première question, les amis. Où est-ce que vous êtes confinés et combien de personnes bénéficient de l'école à la maison? Je commence avec Linda, par exemple. Bonjour Linda. Bonjour, ça va? Ouais, très bien, merci. On est confinés chez nous. On est dans le 94 et j'en ai 4 qui bénéficient de l'école à la maison. Je pose la même question à Justine. Alors nous, on est à Paris, dans l'11e, et donc on a 2 enfants, donc ma fille et ma belle-fille, donc ma fille qui est en CE1 et ma belle-fille qui est en grande section maternelle. Et puis Mohamed, alors où est-ce que tu es, Mohamed? Bonjour, je suis confiné à Stein dans le 93. 5 personnes qui bénéficient de l'école à la maison, dont moi et mes frères et ma sœur. Et vous allez nous livrer tous les trois vos témoignages, nous raconter un petit peu comment ça se passe, l'école à la maison, pour nous éclairer également sur notre débat du jour. Nos experts sont là, eux aussi. Sarah Bahadori, bonjour, vous êtes psychiatre au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré à Paris. Dominique Linares, vous êtes prof de français en lycée à La Réunion. Vous enseignez dans un secteur où il y a pas mal d'élèves qui viennent de milieux défavorisés. Enfin, Laurent Kaufmann, vous êtes directeur de collège dans l'académie de Créteil en région parisienne et vous vous exprimez, je le précise, en tant que représentant syndical puisque vous êtes correspondant académique pour le syndicat SGEN CFDT. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, demain. Je reviens avec toi, Justine. Donc, 2 jeunes filles à la maison. Comment ça se passe pour toi alors? Est-ce que tu arrives à rentrer dans les habits confortables de la maîtresse, du maître, du professeur, de la professeure? J'ai essayé de les mettre et ça gratte beaucoup. C'est pas ma taille du tout. Alors la première semaine a été très très compliquée, bien qu'on ait des instits qui sont absolument géniales. C'est deux jeunes instits c'est une classe berceau, donc elle démarre. Donc on a 2 instits, qu'on construit des cours en classe virtuelle, qu'on fait des blogs. Mais c'est vrai que derrière, assurer soi-même l'enseignement à son enfant, c'est très très compliqué. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment concrètement en quoi c'est compliqué de faire l'école à sa petite fille de CE1? Je ne savais pas quel était le niveau d'autonomie de ma fille. Je ne savais pas comment se déroulait, on va dire, une journée d'apprentissage. Combien de temps ils sont capables d'être concentrés, en combien de sessions on doit faire les leçons, etc. Donc, la première semaine a été chaotique, voilà, avec de l'énervement,
rassieds-toi 10 fois sur ta chaise, du cahier qui vole un peu, du stylo aussi qui vole un peu, hein, j'avoue. Donc voilà, au fil de l'eau, ça a été un petit peu mieux, mais j'avoue que c'est difficile, il faut prendre sur soi. Ah Donc, ouais, donc ça fait pas mal de tensions, de situations qui peuvent être un petit peu grinçantes, comme tu le disais. Je vois Linda qui hochait la tête depuis tout à l'heure. Ça crée aussi des tensions à la maison. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Moi, j'ai l'habitude de les avoir à la maison. Celui du CM2, j'arrive un peu à suivre encore, mais collège et lycée, ils font tout seuls. Ils sont grands, du coup, comme ils travaillent plus par téléphone avec leurs profs, et sinon, ils renvoient par mail. Mais attends, ils travaillent en termes d'amplitude horaire. On travaille combien de temps à la maison là? Ça dépend. Avec celui du CM2, je peux travailler toute la journée. Parce que j'ai un bébé en même temps, j'ai un bébé de 2 ans. Alors, du coup, on fait 2 devoirs comme ça le matin. Déjà, là, il est installé à côté. On fait 2 devoirs. Ensuite, je vais aller m'occuper un peu du petit. Mais dès que je me lève, alors il se faufile. Eh oui, Ah, c'est ça. c'est une sacrée organisation, hein. C'est une sacrée organisation, l'école à la maison, surtout quand on en a plusieurs et surtout quand on travaille également. L'école à la maison, c'est beaucoup plus dur qu'à l'école, me disait ce matin mon fils qui est âgé de 7 ans, qui a pourtant la chance d'avoir tous les outils numériques à sa disposition, ce qui n'est pas le cas de tous les élèves. On va le voir, on va en parler, mais d'abord, on regarde le Data Flash qui est signé Juliette Jean et on se retrouve juste après. Depuis le 16 mars 2020, toutes les écoles françaises sont fermées. Conséquence, 12 millions d'élèves et 1 million d'enseignants sont contraints de faire l'école à la maison. Si le CNED a mis en place des outils pour travailler à distance, cette nouvelle organisation amplifie des inégalités sociales. Environ 5% des élèves n'ont pas de connexion Internet à la maison. Pour eux, suivre les programmes est devenu mission impossible. Et 5 à 8% des élèves n'ont pas donné signe de vie à leurs profs depuis le début du confinement. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation a annoncé la suppression des épreuves du bac et du brevet, privilégiant le contrôle continu. 740 000 candidats au bac ne passeront aucune épreuve cette année. Une réouverture progressive des écoles est prévue à partir du 11 mai 2020. Une reprise qui concerne d'abord les CP, CM2, 6e et 3e. Alors que certains médecins prônent l'immunité collective, les syndicats d'enseignants s'inquiètent. Quelle protection dans ce lieu de haute contamination qu'est l'école ? Parmi les pays confinés, seule la Chine a rouvert une partie de ses établissements scolaires. Chez nos voisins, l'Allemagne ou l'Autriche envisagent aussi la reprise. Alors doit-on s'attendre à une crise scolaire ? Mohamed, t'es pas en prison là? C'est quoi ces barreaux voilà. Non, je suis installé sur un lit superposé, donc c'est pour ça. C'est ça. Tu peux nous rappeler combien de petits frères, de petites sœurs là qui font l'école à la maison? Bah, déjà, il y a moi qui est au lycée. Il y a mes frères, j'en ai 2, un de 4 ans et un de 7 ans. Et une sœur de 13 ans qui est au collège. Donc, plusieurs niveaux scolaires. Est-ce que ce sont tes parents qui s'occupent de l'école à la maison? Non, c'est plus moi, parce que ma mère, elle travaille tout le temps depuis le début du confinement. Elle est toujours au travail. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Elle est caissière. Ah, alors on l'embrasse encore plus fort, hein. Quel Merci. courage. Donc, maman est au supermarché en train de bosser. Ouais. Et toi, tu t'occupes, tu supervises le travail de tous les frères et sœurs en plus du tien. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que toi, tu arrives à bosser sur tes cours? Oui, ça va. Donc, on est en présence d'un super-héros qui, déjà, en plus de préparer son examen, fait la scolarité de tout le monde. Est-ce que ça te pose pas des soucis perso, je sais pas, de la fatigue, de l'énervement, des insomnies? Bah, je dors pas beaucoup en fait. Je suis habitué à pas dormir beaucoup, donc avec le travail, je le répartis dans la nuit. Et voilà. Quand j'ai pas le temps, je le fais tout. Il y a 2h, 3h du matin, je le répartis tout le temps dans la nuit. Non, mais vous entendez ça? On dit ça à nos experts. Sonia, il bosse jusqu'à 3h du mat. Il s'organise comme si tout était normal. Ça crée pas mal de stress, hein, tout ça, évidemment. Mohamed, Justine et Linda, vous n'hésitez pas à réagir à ce que vont dire maintenant nos experts. On va aller voir Sarah Bahadori, qui est avec nous, notre pédopsychiatre. On voit bien
que cette situation, eh ben, évidemment, elle est naturelle pour personne et elle est compliquée. Absolument. Bonjour. Absolument, c'est une situation complètement inédite et nouvelle, et c'est ça qui aussi est compliqué, c'est que ça fait appel aux capacités d'adaptation de tout le monde, parce qu'on on peut pas se transformer en enseignant. Enfin, souvent les gens sont un peu multitâches et ils sont tous et papa et maman et un peu prof et un peu psychologue et un peu gestionnaire et un peu tout. Mais là, c'est un peu tout, beaucoup, tout le temps en même temps. Donc, ça devient compliqué. Donc, c'est vrai que nous, on a beaucoup de remontées de la part des parents pour dire que c'est difficile, difficile, difficile. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est préciser que c'est complètement normal d'avoir du mal à faire travailler son enfant comme la maîtresse le ferait. Il y a des enjeux affectifs qui sont pas les mêmes et qui sont pas du tout. C'est pas des choses qui sont mentalisées par les enfants. Mais les enfants, ils ont un but dans la vie, c'est de plaire à leur adulte nourricier. Et quand cet adulte nourricier, c'est papa et maman, l'enjeu il est vraiment très très grand. Donc les enfants, ils ont très très peur d'être abandonnés, même s'ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Ce sont quand même des angoisses qui sont très très fortes. Merci Sarah. On a entendu pour les parents. Sarah, justement, Justine a envie d'intervenir. Justine, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'arrive d'hausser un petit peu le ton quand ma fille ne se concentre pas ou commence à se tortiller ou veut plus. Et elle me demande, dès que je hausse le ton, elle me dit « Maman, tu m'aimes ?» C'est systématique, c'est incroyable. J'espère que tu réponds non et que tu la mets au placard. Non, je plaisante. Hein. Attention, je plaisante. Hein. On va voir, on a parlé des parents, on va voir comment est-ce que les profs vivent cette situation. On a rendez-vous du côté de l'île de la Réunion avec Dominique. Comment ça va, Dominique? Dominique, où est-ce que tu es prof, toi? Moi, je suis prof dans un lycée général, mais notre bassin d'accueil d'élèves, ce sont 4 collèges en REP+, autour. Donc, du coup, dans un lycée où 62% des parents d'élèves sont de classes très défavorisées. Bon, le confinement me pèse, hein, comme tout le monde. J'ai envie de voir mes élèves, j'ai envie de voir mes collègues. Mais au final, ça nous a rapprochés. C'est-à-dire qu'en fait, comme ce sont des enfants très souvent donc défavorisés, nous sommes en lien total et en permanence avec eux. Alors nous, on n'a pas le problème d'ordinateur parce que la région Réunion dote depuis quelques années tous les élèves de seconde d'un ordinateur. Nous aussi, on a revu un peu nos ambitions pédagogiques. C'est-à-dire, au début, nous étions très stressés, il fallait donner nos cours, il y avait le programme en seconde, en première, etc. On s'était dit, il faut que ce soit vraiment réglo académique. Nous avons changé un peu les choses. C'est-à-dire maintenant, notre continuité pédagogique passe peut-être en dessous de la continuité sociale. C'est-à-dire on se dit maintenant, il faut garder le lien, il faut garder, ça va être long, donc il faut garder tout le monde en lien. Dominique, mais en tout cas, oui. C'est l'argument qui a été utilisé par le président Macron pour justifier la nécessité de revenir en classe à partir du 11 mai, justement, le fait de ramener les enfants les plus éloignés de l'école, d'essayer de réduire les inégalités qui sont en train de se creuser beaucoup en ce moment. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, par rapport à ça? Franchement, on est tiraillés. On va voir, on n'est pas encore au 11 mai, hein, donc on ne va pas s'affoler tout de suite, mais on est très inquiet pour la reprise. Il me semble que pour les petits, c'est déjà difficile pour la distanciation sociale. Et pour les grands aussi, c'est-à-dire même en lycée. Je ne sais pas, on a beaucoup d'interrogations et on est inquiet. Dominique, on n'a pas encore entendu Laurent qui est proviseur de collège dans l'académie de Créteil. Le 11 mai, alors, est-ce que c'est une date que vous attendez avec impatience ou au contraire, comme Dominique, on dit attention, il faut les garanties? D'abord, il y a eu un travail énorme de la part des enseignants qui sont aussi, il faut le rappeler quand même comme les familles, hein, qui ne sont pas en situation égale devant les conditions de confinement, l'accès au numérique, le fait d'avoir un conjoint qui fait du télétravail et qui a besoin du matériel, d'être aussi en charge de famille. Donc, il y a eu déjà une très, très grande adaptation. Le 11 mai, on se pose un certain nombre de questions, mais on est aussi dans cette idée de continuité sociale. Hein. Je reprendrai vraiment la formule de Dominique. Dans le 93, il y a un grand désarroi au niveau de l'accès à la nourriture et les collectivités locales, l'État, on va travailler aussi à voir comment on peut essayer de résoudre cette difficulté-là. On a beaucoup de questions. Moi, je pense qu'on a
effectivement limiter la discontinuité pédagogique plutôt que fait de la continuité pédagogique. Mais là aussi, il y a des inégalités de territoire et des inégalités pratiques qui ressortent. Mais je crois que le lien, en tout cas entre l'école et la société, va sortir renforcé de cette crise. Mais évidemment, on est loin d'en être sorti et il y a encore beaucoup de questions en suspens. Effectivement, les liens vont probablement être changés. Parce que là, on reçoit, on a des mails, des appels de parents qu'on n'avait jamais entendus, jamais vus. On n'a jamais autant fait de proximité avec les élèves qui nous envoient un mot gentil en nous disant « Faites bien attention à vous ». On est vraiment très touchés, en espérant qu'on ne perde pas tout ça quand on revient. Ouais. On va voir du côté de chez Mohamed, là, comment ça se passe. Est-ce que toi, Mohamed, tu as hâte qu'on soit le 11 mai? Bah oui, franchement oui, pour voir ce qui va se passer. S'il y a des gens, comment ça va se passer en fait, c'est ça que je veux voir. Pour voir comment ça va se passer ou pour Ouais. te débarrasser des petits? Ah, ça dépend un peu des deux, Et vous, Linda, vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à cette date du 11 mai? Est-ce que vous vous interrogez? Est-ce que vous êtes pressé de remettre vos enfants? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord pour la reprise du 11. Vous pensez que c'est trop tôt? Oui, bah, déjà, et en même temps, c'est des jeunes, c'est des ados, on ne peut pas leur limiter, leur dire oui, on prend 1 mètre entre copains, ils se serrent la main, ils s'embrassent, ils se checkent. C'est un truc qu'on ne peut pas leur dire de ne pas faire. Et un enfant de 12 ans, de 10 ans, ça se fait automatiquement. C'est qu'on arrive, c'est nos potes, on serre la main, on s'embrasse, on joue ensemble, on s'échange. Et en même temps, si ça doit durer des mois, cette situation, il faut bien qu'ils retournent à l'école à un moment donné, ou alors vous vous sentez prête, vous, en tant que maman, à faire l'école à la maison pendant des semaines? Ah oui, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais Et vous, ça ne me dérangerait pas de les garder à la maison jusqu'à septembre, oui. Linda, peut-être une question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Est-ce que tu travailles? Tu télétravailles en ce moment ou pas? Ah non, moi, je ne travaille pas. Non, mon mari travaille, mais pas moi. Moi, j'ai tout arrêté pour mes enfants. J'ai préféré être mère au foyer pour être là pour eux. C'était mon objectif et du coup, voilà. C'est pour ça, j'aimerais bien, si on me disait qu'on avait la possibilité de les garder jusqu'à septembre, oui, je ferai, on continuera les cours à la maison. Je voulais revenir sur ce que disait Mohamed. Effectivement, à la reprise, si reprise il y a, au mois de mai, il va y avoir des élèves ou des parents qui vont décider de ne pas remettre leurs enfants à l'école. Donc moi, j'aimerais bien que quand même nous réfléchissions tous ensemble, toutes les instances, le ministère, etc. On ne pourra pas faire table rase de ce qui s'est passé. Avec autant de semaines d'arrêt, il va falloir qu'on prévoie un autre découpage de l'année scolaire. Il nous faudra bien quelques semaines pour remettre à niveau, pour soutenir, pour rassurer et reprendre une pédagogie solide. On va essayer de ramener tout le monde. C'est quand même ça aussi le sens de l'école. Et oui, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Alors, je voudrais qu'on puisse vous entendre chacun pour terminer sur les leçons de tout ça. Je crois que c'est vous, Laurent Kaufmann, qui disiez tout à l'heure le lien entre l'école et la société ne sera plus le même. Il ressortira renforcé de cette période. Sarah Bahadori, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que l'école de demain ne sera plus la même, qu'il y aura des enseignements qui auront été tirés de tout ça? Les enseignants, ils se sont tous réinventés. En fait, il y a beaucoup qui ont été obligés de faire rupture avec la façon qu'ils avaient d'enseigner pour essayer de trouver d'autres manières qui soient plus adaptées à cette situation de confinement, mais qui peuvent être aussi d'autres façons d'enseigner. On était sur une école très la chaise, le banc, le tableau, l'enseignant, etc., etc. C'est vrai que moi, je suis très, très admirative de ce que Dominique a fait, vraiment. En fait, bon, c'est gentil, merci beaucoup. On a peut-être compris, peut-être depuis quelque temps pour certains, que la dimension humaine de chaque élève, on n'a pas une classe devant nous, mais des humains. Et on a aussi des individualités, des sensibilités. Et effectivement, dans nos heures de cours très carrées, on n'a pas trop le temps de prendre ça en compte. Et là, ça a été l'occasion pour nous de se poser et de bien voir ce qui se passe chez les uns et chez les autres, pour pouvoir ramener après à la pédagogie, bien sûr. Mais on n'enseigne qu'avec les sentiments, donc voilà.
Pour terminer, on va poser cette question à notre public du jour, Linda, Mohamed et Justine. Comment est-ce que vous voyez l'école d'après? Alors, moi, franchement, ce que j'attends pour, bon, je dirais pas pour le 11, mais pour la rentrée, oui, pour qu'ils les aident un peu à une remise à niveau. J'en ai un qui passe du CM2 à la 6e. Je vois mal, je ne sais pas comment ça va se passer. On va poser la question à Mohamed du côté de Stein. Je rappelle, toi, tu es en terminale. C'est bien ça. Gestion, hein, c'est ça? On Ouais. prépare un examen. Le bac. On prépare le bac. Alors d'ailleurs, ça t'inquiète ou pas là? Bah, l'histoire de contrôle continu, j'ai toujours pas compris. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est Parcoursup. C'est ça qui m'inquiète le plus. Comment ça va se passer? Comment je vais faire pour… Par exemple, moi, je vise une licence en histoire. Je sais pas comment ça va se passer. Je comprends pas. Franchement, je sais pas comment ça va se passer. Bon, tu sais, on a fait plusieurs émissions sur Parcoursup. Les gens n'ont pas attendu la pandémie pour s'interroger sur est-ce que ça fonctionnait ou ça ne fonctionnait pas. Merci Mohamed. Évidemment, on attend aussi vos histoires, vos anecdotes, ce que vous pensez de tout ça sur nos réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk en mentionnant nos comptes. On va aller faire un tour du côté de notre cartooniste Mikaïa qui, j'espère, a été très attentif, hein, un élève studieux aujourd'hui pendant cette émission. Mais oui, tout à fait, professeur. Mais oui, mais oui. On a vu les différentes questions et surtout l'angoisse qu'il y ait une crise scolaire après la pandémie. Alors j'imagine un adolescent en train de jouer aux jeux vidéo avec les parents et l'adolescent qui dit « Si j'aurais su que vous croiez que ne plus aller au lycée, c'est pénalisant pour moi, je vais vous faire montrer que tout va bien, je total gère. » Vite, le retour à l'école. Ah bah, je me reconnais dans celui qui joue aux jeux vidéo là, il y a une trentaine d'années, une vingtaine. Hein, maintenant, je me vieillis. Un dernier dessin peut-être pour conclure, Mikaïa? Oui, un petit dessin la question, comment ça va se passer justement à la rentrée après. Alors, on imagine un scénario un peu dur où eh bien, la prof qui dit oui, Mathis, c'est bien, non, moi, c'est Léa, on ne les reconnaît plus. Si tout le monde est en combinaison, j'espère que ce ne sera pas totalement comme ça. Est-ce que je peux me permettre de rajouter juste un petit mot pour revenir à la date du 11 mai? Le message que j'ai reçu donc, de notre président, c'était que le 11 mai, ce serait un peu de la responsabilité de chacun de sortir ou d'envoyer, et dans quelles conditions, et d'envoyer ses enfants à l'école. Et je trouve que c'est je trouve que c'est dangereux et un peu démissionnaire de leur part de laisser la responsabilité aux gens de choisir s'ils doivent ou pas envoyer leurs enfants à l'école. Et le deuxième élément que je trouve un petit peu compliqué à gérer, c'est de se cacher derrière, on va dire, les problèmes sociaux dans lesquels sont certains élèves. J'ai l'impression qu'on va sacrifier un petit peu nos enfants et les enseignants sur l'autel de l'économie. J'ai l'impression que c'est une décision économique et pas en faveur de la population. On se dépêche de renvoyer les gens au boulot au détriment de la santé. Oui, parce qu'on ne peut pas envoyer les gens au boulot si les enfants sont encore à la maison. Vous partagez ce constat, Ousmane? Nous, on a eu beaucoup de retours de situations quand même qui se passaient très très mal en confinement, avec beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de mètres carrés, beaucoup de difficultés relationnels, émotionnels, sociaux. Et je pense que les gouvernants, ils ont dû aussi avoir les mêmes remontées et prendre en compte cette dimension-là. Mais je pense qu'il y a quand même eu des informations très préoccupantes qui sont remontées et qui ont dû participer à cette décision. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Ça, c'est pas… Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'espère que le 11 mai, ce qui sera mis en place, c'est un accueil personnalisé des enfants en difficulté par petits groupes. Parce que derrière, ce qui va se passer, c'est qu'il y a aussi des parents qui sont dans des difficultés économiques. Je pense qu'il y a des entreprises quand même qui sont moins compréhensives que d'autres. Et on va pousser les gens à renvoyer les enfants à l'école pour qu'ils puissent venir bosser. Vas-y, Laurent. Ça va encore précariser les gens qui sont dans des situations professionnelles complexes. On écoute Laurent qui voulait intervenir. Oui, d'abord, c'est à partir du 11 mai qu'on progressivement et que ce ne sera pas pareil sur tout le territoire. Et je parle aussi sous le contrôle de Sarah, c'est-à-dire que psychologiquement, on ne peut pas confiner une société comme ça pendant des semaines. Il ne s'agit pas que de reprendre le boulot, il s'agit aussi de reprendre la vie. Il faut regarder un peu autour de
nous. Il y a des pays comme le Danemark qui reprend aussi la scolarité. Donc, c'est complexe. On est dans une société complexe. Et puis, Sarah le disait, on est au courant, nous, de situations très, très délétères dans les familles. Parce que être confiné à 6 dans 40 mètres carrés, avoir assez de revenus pour les repas. Donc, c'est vrai, on a vu des files d'attente interminables dans les quartiers les plus populaires de France. Et c'est vrai que les gens disaient souvent, enfin, les gens dans ces files, que le seul repas complet qu'ils avaient, c'était à la cantine. La cantine, ouais. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'émission touche malheureusement à sa fin, mais je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque vous le savez, désormais, Flash Talk revient chaque semaine jusqu'à la fin du confinement pour débattre de toutes les questions qui se posent. Et on a encore vu aujourd'hui que ces questions, elles sont nombreuses, Raphaël. Et on tenait aussi à vous remercier, vous, derrière vos écrans, d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Le débat continue, lui, sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Et on embrasse aussi nos conjoints qui filment cette émission, aussi bien chez Sonia que chez moi. À la semaine prochaine. Salut. Il s'occupe du bébé. Salut.